Euh, je passe la parole à Niki Christou Oui. qui va introduire la suite. Donc maintenant, je laisse la parole à Christian Beika, qui est chirurgien digestif dans les hôpitaux de Paris, à la Pitié-Salpêtrière, qui est impliqué dans les infections de sites opératoires. Il est en train de mener une étude prospective sur l'importance du pansement ou pas. Donc, je lui laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, juste un petit instant. Voilà. Voilà, bonsoir à tous. Merci l'organisateur d'avoir pensé à moi pour ce webinaire au sujet des infections de sites opératoires et particulièrement pour la question de l'indication et de l'efficacité d'un pansement sur les plaies post-opératoires sur le taux d'infection de sites opératoires. Le pansement post-opératoire a bien sûr le rôle d'éviter les souillures de la lingerie et des habits par les exsutats de la plaie post-opératoire, mais il a surtout un rôle théorique en tout cas de barrière mécanique contre la colonisation bactérienne pour diminuer le risque d'infection de site opératoire et en particulier les ISO superficiels et donc en fait les abcès de paroi. Le problème, c'est que c'est une pratique qui est très très bien implémentée. Il y a partout des pansements post-opératoires, alors qu'on n'a aucun standard sur la conduite à tenir et même pas de preuves sur l'efficacité de ce pansement. Et en parallèle de ça, on a une offre de pansement élaborée de plus en plus importante, de plus en plus sophistiquée et bien sûr de plus en plus coûteux qui sont mis en place et qui sont proposés dans le cadre de la prise en charge des plaies post-opératoires. En effet, il y a beaucoup de pansements avec des indications principalement sur des plaies pathologiques, que ce soit en aigu ou en chronique, où il y a besoin d'une cicatrisation dirigée. Et tous ces différents pansements plus ou moins élaborés ont des indications plus ou moins bien reconnues. Et certains d'entre eux sont proposés même pour des plaies post-opératoires finalement classiques. Et la première question, c'est est-ce qu'il faut considérer que la plaie post-opératoire est une situation pathologique qui va nécessiter des besoins de cicatrisation dirigée comme pour un ulcère ou un eschar. Et ensuite, quels sont les bénéfices attendus du pansement lui-même ou même de ces pansements un peu plus élaborés qui sont, donc, je le répète, forcément plus coûteux. Quand on parle d'efficacité du pansement, le endpoint dans les études et ce qu'on en attend, c'est donc une diminution du taux d'iso superficiel, du taux d'abcès de paroi. Et si pansements, il faut savoir quel pansement utiliser et surtout combien de temps il faut maintenir ce pansement pendant la durée post-opératoire pour avoir un effet sur le taux d'infection du site opératoire. En fait, il y a une littérature qui est relativement pauvre puisque c'est quelques études de faible effectif, de faible niveau de preuve, un design discutable qui s'étale entre les années 90 pour la plupart jusqu'aux années 2005, qui sont assez bien revus dans cette revue systématique et méta-analyse de la Cochrane qui a été mise à jour en 2016, qui compare, qui inclut plusieurs études qui font globalement du comparatif entre des stratégies de pansement classique versus pas de pansement élaboré versus pansement classique. Et globalement, lorsqu'on regarde, il y a deux études qui font pas de pansement classique, avec seulement 112 patients inclus, donc c'est pas grand-chose au total. Et la méta-analyse de ces études montre qu'il n'y a pas d'effet du pansement sur les infections de sites opératoires, que ce soit pour du propre contaminé. Et globalement, les auteurs sont unanimes sur le fait que d'une part, il y a un très très faible niveau de preuve pour l'ensemble des conclusions de ces études et qu'il n'y a aucun argument en faveur d'un pansement, que ce soit un pansement classique ou un pansement plus élaboré, pour diminuer le taux d'abcès de paroi dans le post-opératoire. En ce qui concerne la durée d'application de ce pansement,
Là aussi, une littérature qui est relativement faible, avec une méta-analyse qui reprend 3 essais randomisés. Donc, vous voyez le premier très ancien, 1977, au total 140 malades, donc là encore pas grand-chose, et qui comparait donc 2 stratégies, une stratégie d'ablation précoce du pansement post-opératoire avant 48 heures post-opératoire, et une stratégie de pansement qui est appliquée pendant au moins 2 jours dans le post-opératoire. Et là encore, pas d'effet de la durée et d'un pansement prolongé sur le taux d'ISO superficiel, donc le taux d'abcès de paroi en post-opératoire. Donc au total, si on suit l'évidence actuelle, il n'y a aucune indication, aucun argument dans la littérature pour dire qu'il faut faire un pansement en post-opératoire, et encore moins pour dire qu'il faut faire un pansement prolongé selon le rationnel de attendre l'épithélialisation de la plaie pour éviter la colonisation bactérienne, et donc pendant cette durée, créer une autre barrière mécanique à la colonisation bactérienne. Le problème, c'est que toutes ces études, c'est un niveau de preuve qui est très très faible, avec une littérature qui est ancienne, avant 2010 pour quasiment toutes les études qui sont incluses dans les différentes méta-analyses, beaucoup de billets, des très faibles effectifs, et en plus de ça, le critère de jugement principal qui est donc le taux d'ISO superficiel, qui est souvent selon les critères du CDC. Vous savez bien que c'est un critère qui est complètement observateur dépendant, qui va avoir dans la majorité des cas un impact gradé d'endoclavien assez faible, ne nécessitant pas forcément de réadmission. Et en fait, le taux d'infection est très souvent mal renseigné. Et donc, ça nécessite une évaluation prospective, de parler d'évaluation en aveugle, ce qui est difficile lorsqu'on compare pansement pas pansement. Et ça pose aussi une question, si on met en place une étude aujourd'hui, sur comment gérer les courts séjours et l'ambulatoire, qui sont des malades qu'on ne suit pas en hospitalisation, ou en tout cas pas assez longtemps pour qu'ils développent la complication. Et donc là encore, il y a un problème de renseignement de l'information. Ça reste pourtant un sujet très important parce que, encore une fois, il n'y a aucun niveau de preuve pour justifier la mise en place d'un pansement en post-opératoire, alors que c'est finalement une pratique qui est très très fréquente. On avait fait un petit sondage il y a 2 ans en questionnant 50 chirurgiens qui étaient quasiment tous d'accord pour admettre le fait que probablement ils ne pensaient pas que ça pouvait diminuer le taux d'ISO superficiel de mettre un pansement en post-opératoire, et pourtant presque la moitié d'entre eux prescrivaient des pansements pendant une durée plus ou moins prolongée, voire même des pansements à domicile avec des réflexions quotidiennes avec des infirmières. C'est donc une dépense de santé et une dépense de temps de travail paramédical important, et donc il faut qu'on justifie cette pratique, et il y a donc une nécessité d'évaluer avec un essai randomisé prospectif bien mené. Lorsqu'on parle aujourd'hui de pansement post-opératoire et qu'on regarde un peu la littérature, finalement, la littérature la plus récente se focalise sur cette nouvelle modalité de pansement, qui est la thérapie par pression négative, donc les VAC qui sont posées sur des plaies post-opératoires classiques. Donc c'est assez paradoxal parce que finalement, le niveau de preuve de pansement post-opératoire est assez faible, et parallèlement, les modalités sont de plus en plus invasives et élaborées. Mais globalement, le rationnel qui nous vient, c'est des pratiques qui nous viennent surtout de la chirurgie orthopédique et de la chirurgie cardiaque initialement, c'est de stimuler l'angiogénèse de la plaie, diminuer l'œdème et les médiateurs de l'inflammation, renforcer les tissus cicatriciels, détendre les tensions pariétales, et donc tout ça pour diminuer le taux d'infection de site opératoire et améliorer la cicatrisation. Alors, effectivement, une littérature qui est bien plus riche que la précédente, avec des études qui sont quasiment toutes dans les 10 dernières années, et une méta-analyse très récente, mise à jour très récemment en 2020, avec 37 études qui sont incluses. Ça concerne toute la chirurgie, l'orthopédie, la gynéco, la chirurgie digestive, et globalement, il y a un niveau de preuve modéré dans cette méta-analyse en faveur de la thérapie par pression négative pour diminuer le taux d'infection cytopératoire. C'est le seul critère qui ressort. Dans cette méta-analyse, ils ont aussi évalué le taux de déhiscence, le taux d'hématome,
il y a quelques études qui commencent à évaluer un peu l'aspect économique de cette pratique. Et donc, tout ça est encore un peu prématuré et sous-évalué. Lorsqu'on se focalise uniquement sur la chirurgie digestive, il y a 5 essais randomisés prospectifs, plus ou moins bien menés. La plupart n'ont pas d'aveugle. Ces 5 essais, les 2 plus grands, c'est Shen et Murphy, qui étudient donc le VAC dans les plaies post-opératoires concernant les pancréatectomies et les résections colorectales respectivement. Et cette méta-analyse qui est parue très récemment dans Annals of Surgery dit qu'il n'y a pas d'effet de la thérapie par pression négative sur les infections de site opératoire après une laparotomie. Et donc, cette pratique, elle n'est pas forcément justifiée. De manière globale, même si il y a un effet sur les infections de site opératoire, on n'a pas évalué le rapport coût-efficacité de cette pratique qui est bien plus cher que les pansements classiques, ni la qualité de vie, ni les douleurs des malades à qui on met une plaie, un VAC en post-opératoire. Et ça pose la question aussi de la réhabilitation post-opératoire avec ces nouveaux pansements qui forcément sont peut-être une barrière à une réhabilitation améliorée. Au total, aujourd'hui, il y a un niveau faible de preuves concernant la pratique du pansement en post-opératoire. Dans ce niveau de preuve, il n'y a aucun argument pour dire il faut faire un pansement post-opératoire et encore moins pour un pansement qui est prolongé dans la période post-opératoire. La thérapie par pression négative semble avoir un effet avec un niveau de preuve modéré sur l'infection de site opératoire, mais ça nécessite une évaluation plus approfondie, notamment en ce qui concerne toute la dimension médico-économique de cette pratique. Et c'est un enjeu qui est finalement le pansement post-opératoire très important, avec une vraie nécessité, en tout cas nous on le pense, d'évaluer cette pratique. Et c'est pour cette raison qu'on a soumis une lettre d'intention pour un PHRC infirmier où on voudrait faire une étude de non-infériorité et comparer pansement post-opératoire à pas de pansement post-opératoire en chirurgie digestive. Pour vous donner juste un ordre d'idée par rapport aux effectifs de toutes les études qu'on a vues maintenant qui dépassaient rarement plus de 150 malades par bras. Nous, on a fait un calcul d'effectifs. Il nous faudrait, c'est envisageable avec du multicentrique parce que c'est des malades avec un assez haut débit, mais il nous faudrait au moins 600 malades par bras pour avoir une étude qui est bien menée et imaginer pouvoir répondre réellement à la question de l'efficacité du pansement en post-opératoire. Je vous remercie pour votre attention. Niki, je vous laisse la parole. Ah, Niki, peut-être partie. Merci beaucoup, Christian. Est-ce que dans l'Assemblée, il y aurait des questions, des remarques? Oui, j'aurais une question. D'abord, je partage complètement l'attitude de ne pas faire un pansement qui au-delà du jour de la chirurgie. Moi, j'enlève les pansements aux malades. Mais en revanche, je suis parfois confronté à des malades qui ne veulent pas voir leur plaie. Et donc, ça, c'est un problème. C'est un problème. On les prépare en préopératoire. Il y a beaucoup de malades qui refusent qu'on les fasse circuler dans le couloir ou dans leur chambre sans plaie. Ils ne veulent pas avoir la plaie. Est-ce que vous avez une solution à ce problème? Je n'ai pas de solution immédiate à proposer. Après, je pense que c'est aussi très culturel et que c'est quelque chose qui est amené à changer si on change nos habitudes. C'est-à-dire que ça reste aujourd'hui, à mon avis, étrange dans la tête d'un malade de sortir après une chirurgie sans pansement, comme il reste encore toujours un peu étonné qu'il n'y ait pas de fil ou que ce soit des fils résorbables. Donc finalement, ça va peut-être être la solution, c'est peut-être l'éducation du malade. Et finalement, aussi un argument dans la surveillance, je trouve, des plaies, ne pas avoir de pansement, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que souvent, on est confronté à ne pas défaire un pansement parce qu'il vient d'être fait et parce que c'est une charge de travail pour l'infirmière. Et donc, moi, je trouve ça très, très bien de
pouvoir lever le drap du malade et voir la plaie. Et je trouve ça très bien aussi que le malade puisse voir sa plaie et s'auto-surveiller. Et ça rejoint la remarque sur le réseau raisin, pardon, dont on a parlé avant, sur le fait que les malades devraient pouvoir s'auto-renseigner et nous auto-renseigner sur leur infection de site opératoire. Je suis d'accord. Il y a des infirmières, enfin, je suis pareil, moi j'enlève les pansements à J1 ou quand ils sortent en ambulatoire, je ne fais pas refaire les pansements, je leur dis de l'enlever à J1. Et en fait, il y a des moyens avec des photos quand ils ont des doutes, quand ils font venir l'infirmière, elles me prennent une photo et elles m'envoient et voilà, on peut statuer sur l'état de la plaie. Voilà. Ouais, moi, je vous remercie d'avoir fait un focus là-dessus. Donc, en fait, vous êtes comme Madame Lermite, vous pensez que c'est un gris-gris. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez retrouvé dans les études des effets secondaires des pansements? Parce que je trouve qu'il y a un certain nombre de patients qui ont une plaie parfaite et avec une grosse allergie aux pansements autour. Est-ce que ça apparaît dans les études, ces problèmes-là? Alors là, j'aimerais répondre avec certitude non. C'est pas quelque chose qui m'a frappé, mais maintenant c'est une littérature que j'ai pas relue depuis longtemps. Mais par contre, il y a des tendances, par exemple, dans les groupes pansements prolongés, à ce qu'il y ait plus d'infections finalement. Et on peut se dire peut-être que c'est d'une manière générale, la macération sur les plaies post-opératoires, c'est pas forcément une bonne chose. Tout comme les pansements qui sont imbibés d'antibiotiques, c'est pas forcément une bonne chose de créer une asepsie totale et de décoloniser la plaie post-opératoire. Ou alors de créer des micro-traumatismes de la plaie avec des flictènes, des allergies, un peu comme pour rejoindre le problème du rasage et de la tonte, où finalement le rasage crée des micro-lacérations cutanées et donc favoriserait les infections de site opératoire. Je voudrais vous poser une question. En fait, la meilleure barrière, c'est la peau. Et si on ne met pas de pansement, c'est parce qu'on fait une bonne fermeture avec une cicatrisation qui doit être rapide et finalement une cicatrice qui n'a besoin de rien d'autre. Dans l'étude que vous avez faite, finalement, on ne parle pas de la méthode de fermeture et de la qualité de la fermeture, en fait. C'est ça, en fait, le problème qui va être à l'origine de problèmes au cours de la période de cicatrisation. Cela dit, il y a aussi la famille des fermetures intradermiques avec le fil résorbable, non résorbable, les façons de terminer le surjet avec des fils qui peuvent apparaître à chaque extrémité et qui amènent souvent à mettre soit des strips, soit un dermafilm, voilà, qui a l'avantage d'être transparent et de voir la plaie et de participer tout de même à l'affrontement cutané. Donc ça, c'est une famille de pansements qui est un peu irréductible, dirons-nous, puisque ça fait partie de la méthode de suture. Mais sinon, la technique de suture elle-même est certainement à prendre en compte. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. La problématique, c'est qu'il faut, dans la conceptualisation de cet essai randomisé, si on arrive à pouvoir le mettre en place, c'est toujours le même problème. Dans la randomisation, dans la mise en pratique, si on impose des habitudes à des chirurgiens, ils ne vont pas inclure les malades. Et si on répond à une question, par rapport au pansement opératoire concernant la fermeture intradermique par monocryle, eh bien, on va nous dire cette étude est valable que pour les fermetures en monocryle 3.0 et donc pour les fermetures cutanées à points séparés, on ne peut pas dire on peut continuer à mettre des pansements. Et c'est un peu le même problème. Donc, l'idée, c'est de dire que bien sûr, ça va être pris en compte dans la stratification ou dans des analyses en sous-groupe, on pourra discuter ça. Mais à mon avis, plus on restreint la liberté du chirurgien, plus on va créer des biais de sélection, ne pas inclure les malades et ne pas rendre réalisable un essai où il faut rentrer quand même 700 malades par groupe et assez rapidement. Et donc il y a cette dimension-là. Et encore une fois, je suis d'accord avec le fait que c'est la peau la meilleure barrière et finalement la fermeture cutanée, quelle que soit sa modalité, elle affronte les berges de la peau et on peut imaginer que ça ne change rien.
on peut imaginer que ça ne change rien. Tout à fait. Et il y a une réflexion aussi sur le fait que parfois, le pansement était incriminé dans une infection de site opératoire superficielle. Et alors après, c'est très facile de décharger la responsabilité sur les personnes qui font les soins après. Et je trouve que c'est malvenu, parce qu'en fait, c'est peut-être parce que la peau était mal fermée. Oui, oui, tout à fait. Et puis, ça rejoint ensuite tout ce qu'il y a eu en amont, le type de chirurgie. Et c'est aussi pour ça que ça me semblait important de préciser, par exemple, typiquement pour le VAC, les études où le VAC a montré une efficacité, c'est en orthopédie, voilà, il faut mettre en relief le fait qu'en chirurgie digestive, c'est une laparotomie médiane, c'est du propre et propre contaminé la plupart du temps. Est-ce qu'il y a un vrai bénéfice de mettre des pansements très très élaborés pour des plaies qui sont d'emblée contaminées? C'est à discuter. C'est à discuter. La pratique du VAC, là, est un tout petit peu surprenante quand même, de mettre un VAC sur une... Mais je suis d'accord qu'elle est surprenante, mais vous voyez qu'elle est... je veux dire, il y a un certain nombre d'essais randomisés qui poussent de partout. C'est vraiment quelque chose qui est à la mode, donc on ne peut pas ne pas en parler. Ça reste la référence aujourd'hui. Si on veut regarder, parce que moi je m'y suis intéressé initialement parce que je voulais avoir un taux, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à estimer le taux d'abcès de paroi en post-opératoire en chirurgie digestive. J'ai eu des chiffres qui vont de 2% à 20% et qui varient énormément. Et donc, pour des calculs d'effectifs et c'est compliqué de savoir. Si on se base sur la chirurgie colorectale et le taux du réseau raisin, c'est 7% ou 8% si je me rappelle bien, ce qui nous semble à peu près raisonnable, mais en fait on ne sait pas et je pense que c'est parfaitement sous-évalué. Après une pancréatectomie par exemple, je ne sais pas non plus, c'est quoi après une DPC, fistule, pas fistule, enfin voilà, c'est très difficile à évaluer le taux et c'est pour ça que je me suis intéressé à ces essais et finalement c'est les essais les plus solides qu'on ait en termes de surveillance d'abcès de paroi post-opératoire. C'est des essais qui sont randomisés et récents et donc c'est pour ça que je m'y suis intéressé. Mais je suis d'accord que c'est surprenant et je suis d'accord qu'il y a même des essais qui ont conclu que finalement c'était moins coûteux qu'un pansement classique. Et ça m'étonne grandement. J'aimerais bien qu'on évalue ça correctement. Ouais. Merci beaucoup.